Professeur Ilan Grelsamer, Boker Tov. Allô? Oui, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Je rappelais que vous étiez professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan et ensemble, je voulais que nous essayions, alors à la fin de ces vacances et avec la rentrée qui semble approcher, une sorte d'entrée diplomatique, parler de deux événements qui vont se produire au cours des 24 prochaines heures, c'est-à-dire d'abord la rencontre à Sotchi entre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, une nouvelle rencontre entre le président russe et le Premier ministre israélien, qui sera focalisée cette fois-ci sur la menace que représente l'Iran. Pourquoi Benyamin Netanyahou semble plus préoccupé aujourd'hui par cette menace et pourquoi sent-il le besoin d'aller en Russie pour rencontrer Poutine ? Bon, je crois qu'il y a deux éléments à considérer. D'une part, c'est la ligne du Premier ministre israélien depuis déjà assez longtemps, de considérer le péril iranien comme le premier sujet de souci, de préoccupation d'Israël. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue, notamment dans l'establishment de la défense israélienne. Certains pensent que c'est une exagération de ce danger, mais en tout cas, il est très constant dans son point de vue que le plus grand danger pour Israël, c'est que des forces iraniennes se rapprochent et soit à la faveur de la guerre en Syrie, finalement ces forces iraniennes peuvent arriver jusque sur le Golan et en plus y rester, c'est-à-dire aux portes même d'Israël. Donc ce n'est pas nouveau, on se rappelle son discours au Congrès aux États-Unis là-dessus, en pleine crise avec Obama. C'est la ligne constante de Netanyahou. Il va à Moscou pour en parler, pas à Moscou, à Sotchi, pour en parler avec le président Poutine, qui est le maître d'œuvre aujourd'hui en Syrie, afin que celui-ci probablement s'engage à ce que les forces iraniennes, une fois cette guerre terminée ou s'approchant de sa fin, retournent chez elles et ne restent pas très près d'Israël en Syrie. Alors, il y a peut-être aussi un deuxième élément qui est un élément personnel, évidemment, alors que les enquêtes se rapprochent dangereusement de lui. Oui. Il veut montrer qu'il est le seul homme politique israélien qui rencontre Poutine, je dirais presque au petit déjeuner, et que c'est le seul qui a la stature de ce rôle. Maintenant, si l'on voit la carte diplomatique donc de cette région, on a tout de même le sentiment qu'il n'est pas certain que Vladimir Poutine donne satisfaction à Benyamin Netanyahou. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie aujourd'hui d'essayer de neutraliser ou de minimiser on va dire l'influence de l'Iran? Et est-ce que finalement, après le discours qu'a prononcé Bachar el-Assad dimanche, dans lequel il a fermement, chaleureusement remercié ceux qui lui avaient permis de rester au pouvoir, c'est-à-dire il a nommé Vladimir Poutine, l'ayatollah Khamenei et Hassan Nasrallah. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut espérer que l'Iran accepte une pression russe pour se retirer ou en tout cas limiter son influence dans cette région, alors que c'est véritablement son but apparemment? Bon, il y a deux choses qui me paraissent en tout cas certaines. La première, c'est que la Russie et Vladimir Poutine agissent uniquement et seulement d'après ce qu'ils perçoivent comme leur intérêt, comme l'intérêt de la Russie. Bon, si ça correspond à l'intérêt d'Israël ou d'autres, très bien, mais Poutine cherche uniquement l'intérêt de la Russie. Et d'autre part, l'autre chose qui est certaine, c'est que c'est la Russie qui est véritablement l'élément central aujourd'hui dans le maintien de Bachar Assad au pouvoir. Poutine pense que c'est fondamental, de son point de vue, que Bachar Assad reste en place, reste le leader de la Syrie, et c'est ça qui compte pour lui. Maintenant, bien sûr, si la Russie voulait
comme hier l'ambassadeur de Russie en Israël l'a dit, si la Russie veut que les Iraniens quittent le sol de la Syrie une fois l'affaire terminée, ils peuvent très bien le faire. Ils en ont les moyens. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est fondamental de leur point de vue ? Ce n'est pas sûr. C'est fondamental pour Israël, certainement, que les Iraniens s'éloignent bientôt de la région. Est-ce que c'est fondamental pour Poutine ? Je n'en suis pas sûr du tout. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, est-ce que finalement, avec la problématique posée par la présence iranienne, est-ce que finalement ce n'est pas un moindre mal pour Israël ? Est-ce que Israël préfère cette présence de Bachar Assad à une sorte de pagaille incontrôlée, incontrôlable, avec une influence de certains mouvements islamistes comme Daesh ou comme Al-Qaïda et toutes ces ramifications, ou finalement le pouvoir d'un homme qu'on connaît, donc on connaît la problématique. Que préfère Israël à votre avis ? Écoutez, les deux solutions qui sont les deux seules qui peuvent se présenter pour la guerre civile en Syrie, sont mauvaises du point de vue d'Israël. C'est vrai que d'avoir des rebelles islamistes, plus ou moins islamistes même, au pouvoir à Damas n'est pas réjouissant du point de vue d'Israël. Ce ne sont pas des forces qui sont pro-israéliennes. Le maintien de Bachar el-Assad n'est pas non plus réjouissant, ne serait-ce que sur un plan intellectuel et moral. C'est un bourreau, c'est un boucher, cet homme. Et c'est contraire à tout ce que défend Israël. Mais je ne crois pas qu'Israël ait une grande influence sur ce qui se passe là-bas. Encore une fois, il y a un pays, la Russie, qui fait ce qu'elle entend, ce qu'elle veut là-bas, surtout que les États-Unis se sont en grande partie retirés avec Trump du processus de décision quant à l'avenir de la Syrie, donc nous n'avons pas beaucoup le choix. Est-ce que vous dites que une solution mauvaise est meilleure que l'autre solution mauvaise ? Je ne sais pas, je ne crois pas que l'une brille par le fait qu'elle est meilleure que l'autre, mais c'est encore une fois, ce n'est pas Israël qui va décider de ça, mais vraisemblablement Poutine, et c'est la raison pour laquelle, en grande partie, Netanyahou se rend aujourd'hui en Russie. Alors, ça c'est pour aujourd'hui, c'est donc cette rencontre importante à Sochi. Et demain, de retour en Israël, Binyamin Netanyahou va rencontrer une délégation composée de Jared Kushner et de Jason Greenblatt qui reviennent, on va dire, je ne sais pas s'ils reviennent au galop, mais ils reviennent pour une énième tentative de relancer le processus de paix. Et finalement, il faut bien avouer, Ilan Grel-Samer, qu'on a un peu le sentiment que le fameux deal de Monsieur Deal, Donald Trump, eh bien, a du mal à se concrétiser. Il a même du mal à démarrer. Et on a même le sentiment que les Américains reviennent ici parce qu'il faut le faire de manière un peu dépitée, sans véritablement y croire. C'est votre avis ? Oui, certainement. De toute façon, nous connaissons quand même parfaitement les positions des deux partenaires sur place, celle d'Abou Mazen, l'autorité palestinienne, et celle de Netanyahou et du gouvernement israélien. Ce sont des positions qui sont extrêmement éloignées l'une de l'autre, et il n'y aurait, en théorie, de possibilité d'avancer que si le seul facteur qui a une influence, c'est-à-dire les États-Unis, le président des États-Unis et ses hommes, exerçaient une pression majeure sur ces deux hommes, sur Netanyahou et Abou Mazen, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils reprennent le processus de paix. Or, c'est vrai, vous avez raison, on ne voit pas chez les Américains cette force de décision en la matière. Bon, ils renvoient encore une délégation, très bien, mais à chaque fois, ces délégations rencontrent les deux parties et repartent comme elles étaient arrivées. Donc, tant que ça continuera, les Européens ont d'autres chats à fouetter que ce conflit israélo-palestinien, je ne crois pas qu'on voit d'avancée spectaculaire. Jusqu'au jour où quelqu'un se lèvera et dira aux deux parties, maintenant, je vous donne jusqu'à la fin du mois pour faire ceci et cela, et puis, sinon, voilà ce qui se passera.
mais ce n'est pas du tout le genre de l'administration Trump actuelle. Est-ce que vous avez le sentiment que Donald Trump est trop faible aujourd'hui, qu'il est remis en cause de manière tellement importante qu'il ne peut pas se permettre, il n'a pas, on va dire, l'autorité suffisante pour régler un conflit comme celui-là? Je crois surtout qu'il fait n'importe quoi. Oui. Je crois que ce que nous voyons les dernières semaines, c'est de briques et de broc. C'est la Corée du Nord, tantôt des avertissements que la guerre va éclater, tantôt l'apaisement. Il donne un coup ici, un coup là. Son administration elle-même se défait petit à petit. Les gens quittent, des gens nouveaux arrivent. L'impression générale est celle d'un cafouillage généralisé, et donc je ne rationaliserai pas trop en disant voilà ce qu'ils pensent sur le conflit ou pas. Je crois que les choses se mènent au jour le jour, à la petite semaine, et que dans ces conditions, il n'y a strictement aucune chance qu'on voit le processus de paix israélo-palestinien redémarrer dans un futur immédiat. Eh bien, professeur Ilan Grelsamer, merci d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces deux développements diplomatiques qui interviennent donc avec la fin des vacances et le début de la rentrée, on peut le dire. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce sujet. À bientôt et bonne journée. À bientôt. Voilà, nous étions donc avec le professeur Ilan Grelsamer, professeur en sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. Nous avons essayé de comprendre un peu mieux les enjeux de cette rencontre aujourd'hui à Sotchi entre Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine, et de la rencontre entre le Premier ministre israélien demain ici à Jérusalem et une délégation américaine composée de Jared Kushner et de Jason Greenblatt. Dans quelques instants, nous serons avec Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique Un jour notre histoire, une chronique presque historique aujourd'hui puisque nous marquerons le 120e anniversaire du début du premier congrès sioniste, ce fameux congrès sioniste de 1897 qui s'est tenu à Bâle et qui a démarré, qui s'est ouvert le 1er Elul, il y a 120 ans très exactement.